C'est un véritable voyage au centre de la Terre que je vous propose aujourd'hui. Les amis sur la chaîne, bienvenue à tous. Je vous accueille aujourd'hui depuis les champs de lave de la péninsule de Reykjanes dans le sud-ouest de l'Islande. C'est dans cette péninsule que l'on retrouve le mont Keilir qui frémit depuis quelques semaines et évidemment le Fagradalsfjall qui est entré en éruption le 19 mars dernier. Dans cet épisode exclusif pour Planète Raw et pour vous tous, eh bien, on va se diriger vers Perlan, là-bas à la capitale, à Reykjavik, à une petite demi-heure de route d'ici, pour s'entretenir pendant près d'une heure avec Ari Trausti Guðmundsson. Ari Trausti Guðmundsson, eh bien tout simplement, c'est le volcanologue le plus réputé de l'Islande aujourd'hui. Il a une illustre carrière qui dure depuis plus de 50 ans. Il a fait ses études à Oslo, il a aussi fait évidemment ses études ici de géophysique, de géologie. Il est également poète, il a été nombreuses fois animateur à la télévision dans des émissions spécialisées. Bref, c'est une sommité en la matière et c'est évidemment un honneur et un privilège immense que j'ai pu avoir de m'asseoir avec lui, de parler avec lui, d'échanger et de pouvoir bien entendu partager tout ça avec vous sur la chaîne. J'ai condensé tout ça, je vous ai gardé les meilleurs passages, les meilleures explications. On va se plonger dans un véritable voyage au centre de la Terre lorsque Ari Trausti va nous donner tous les secrets de la connaissance géologique, de la connaissance volcanologique de l'Islande aujourd'hui. Donc les amis, sans plus attendre, on va donner à présent la parole à Ari Trausti. C'est parti. Donc la première question posée par la communauté sur Facebook, sur YouTube et sur Twitter est une triple question. Avec le volcan Fagradalsfjall, va-t-il se réactiver bientôt? Si oui, quand? Est-ce que le mont Keilir va pouvoir peut-être se mêler à la partie? Et la troisième partie de cette première question, est-ce que nous pourrions avoir deux éruptions simultanées sur ce site volcanique? I think that no one can really predict what they... Je pense que personne ne peut vraiment prédire ce que le Fagradalsfjall va faire, car cela fait un certain temps qu'il est devenu inactif déjà. Il semble qu'il y ait toujours du magma en faible profondeur, car il y a toujours un certain dégazage qui lui est actif, mais il est impossible de savoir si et quand il pourrait se réactiver. Donc, je vous dirais que personne ne peut savoir s'il entrera encore en éruption véritablement. Mais il est aussi trop tôt pour dire que l'éruption est définitivement terminée. Then we have to bear in mind that there is a 7-kilometer long. Il faut aussi garder en tête qu'il y a une fissure magmatique de 7 km de long reliant le Fagradalsfjall au mont Keilir. Le mont Keilir étant une ancienne structure subglaciaire. Cela pourrait très bien arriver que le magma pousse vers le haut, depuis les profondeurs de cette fissure, à environ 15-20 km de profondeur, à proximité de Keilir, mais les récents séismes pourraient tout aussi bien être des libérations de stress après une si longue période d'activité volcanique dans la région, telle que nous avons connue depuis le 19 mars dernier. The answer to that question is no one really knows if there is chance of volcanic eruption. Donc pour la question d'éruption près de Keilir, là non plus, en fait, on ne peut pas se prononcer. C'est possible, cela peut arriver, surtout avec cette fissure reliant les deux sites. Mais par conséquent, ma réponse à toutes ces questions, c'est que l'on ne sait pas vraiment. Overall answer to the question is simply we don't really know. Je profite de cette première réponse pleine de nuances et d'honnêteté pour vous confirmer que le volcan Fagradalsfjall et son champ de lave seront au programme du voyage Islande que j'encadrerai à l'été 2022. Sur les 4 départs prévus, l'un d'entre eux est déjà complet, donc ne tardez pas si vous souhaitez vous inscrire et y participer et que je vous emmène découvrir les incroyables paysages de Reykjanes,
de Snæfellsnes, de Landmannalaugar, de Fimmvörðuháls, des noms sortis de nulle part, certes, je le concède, mais qui prendront toute leur signification et changeront votre relation à la nature lorsque nous les aurons arpentés ensemble, sans évidemment oublier les incontournables du Cercle d'Or et du sud de l'Islande jusqu'à Vik et ses incroyables plages de sable noir. Pour vous inscrire ou obtenir toutes les infos sur l'itinéraire que j'ai créé spécialement pour vous les amis, il suffit d'aller sur le lien qui se trouve dans la description. Donc durant votre carrière, vous avez reçu de nombreuses décorations et j'aimerais savoir quelles sont les 3 choses les plus importantes que vous avez apprises concernant la géologie, les volcans durant votre carrière. First of all, I think this revolution that we had in the Tout d'abord, je pense à la révolution que nous avons connue dans les années 70 et 80, lorsque nous avons compris que l'activité volcanique en Islande est directement liée à ce que l'on appelle des systèmes volcaniques. Nous avons d'un côté la dorsale médio-atlantique qui traverse le pays du sud-ouest jusqu'au nord-ouest, où les plaques tectoniques s'éloignent. Et l'activité sismique et volcanique se concentre sur des zones où nous constatons un étirement de la croûte terrestre, et c'est ce que l'on appelle les systèmes volcaniques, et il y en a 30 d'actifs actuellement en Islande. La plupart d'entre eux possèdent un centre volcanique, c'est-à-dire une grosse structure volcanique, un stratovolcan, c'est le terme technique, c'est-à-dire un volcan explosif ou une montagne avec un cratère. Le tout est complété par des fissures sur lesquelles peuvent également naître de petites éruptions locales. Et ces systèmes volcaniques, eh bien, ils se comportent indépendamment les uns des autres et possèdent chacun leurs propres signaux magmatiques. Cette compréhension est probablement l'avancée la plus importante dans la recherche volcanique islandaise. Nous avons compris ceci lors d'une série d'éruptions volcaniques dans le nord-est du pays, dans un système volcanique que l'on appelle Krafla. Et dans ce système volcanique, nous avons connu 9 éruptions sur une période de 9 ans, dans les années 70. Et en dehors de ces 9 éruptions, il y avait aussi des remontées magmatiques directement à travers la croûte terrestre, et ce, à 12 reprises, en plus des éruptions dont je viens de parler. Ceci nous a permis de comprendre comment ce mécanisme fonctionnait. La croûte terrestre se dilatait ainsi, le magma remontait dans la croûte depuis les chambres magmatiques, et à plusieurs endroits, le magma a été capable de percer la surface de la croûte terrestre, créant de petites éruptions. Nous avons par là même aussi pu constater que des soulèvements de la croûte terrestre précédaient chaque éruption avant que le niveau du sol ne redescende ensuite, un peu comme si la Terre était simplement en train de respirer. Et à chaque occurrence, nous avons remarqué que les régions volcaniques avoisinantes n'étaient aucunement affectées par ces événements. Cela nous a permis d'étudier de manière très focalisée ce système volcanique afin de cartographier non seulement lui mais aussi les autres, d'étudier leur activité magmatique, leurs empreintes chimiques, et cela fut une formidable avancée dans notre connaissance des activités volcaniques. La deuxième avancée majeure ayant marqué ma carrière, ce sont les connaissances liées au volcanisme sous-glaciaire. En Islande, nous avons beaucoup de formations volcaniques formées de cendres consolidées, de tufs, de ce qu'on appelle le pilolava, ainsi qu'une autre forme, un peu à mi-chemin entre le tuf et les pilolava, qu'on appelle tout simplement brèche ou hyaloclastite. C'est en fait un mélange
compactées de morceaux de lave et de cendres. Certaines crêtes d'écorce terrestre sont d'ailleurs formées à partir de ça. En Islande, on a des cônes, comme le mont Keilir, qui sont formés à partir de ça. On a également d'immenses formations volcaniques que l'on appelle tuya ou stappi en islandais, qui sont des montagnes circulaires formées de pilo-lava et de tuf, avec une calotte de lave et un cratère. Dans les années 60 et 70, nous nous sommes mis en tête d'expliquer comment ces formations ont pu naître durant les activités volcaniques des ères glaciaires de notre passé. Vous imaginez bien ce que ça peut donner lorsqu'un volcan se met à entrer en éruption alors qu'il est situé en dessous d'un glacier dont l'épaisseur peut varier entre 500 mètres et 1 km. Des cavités éruptives se forment dans la glace. Si l'éruption se crée le long d'une fissure, on obtient des crêtes hyaloclastitiques et chaque sommet de ces crêtes devient un orifice duquel peut s'échapper le magma. S'il s'agit d'une éruption puissante située sur une fissure courte, comme c'est le cas du Fagradalsfjall en ce moment, on obtient soit un cône comme Keilir, soit, si c'est assez puissant, la surface de la glace peut céder, et ce qui était alors une éruption pyroclastique, ou une nuée ardente, pour faire simple, eh bien, devient une éruption effusive, déversant de la lave liquide, et finit par former une calotte de lave avec un cratère central. Sans la présence de glace, nous aurions un bouclier de lave, comme celui qui se forme autour du volcan Fagradalsfjall, justement. Donc, cette compréhension de comment l'activité volcanique se comportait pendant les ères glaciaires était aussi une véritable avancée dans la recherche volcanique islandaise. Et est-ce que l'éruption de 1974 dans les îles Westman a joué dans cette évolution de votre connaissance? Yes, one of the eruptions that helped us understanding this. Oui, tout à fait. L'une des éruptions qui nous a permis de comprendre cela se situait au sud des îles Westman, et c'est précisément ce qui s'y était passé. Dans l'eau, et non pas un glacier pour l'occasion, mais c'est vrai que les similarités sont bien présentes, une île a été créée depuis une profondeur d'environ 130 mètres, avec une base de tuf et de brèches, recouverte d'une calotte de lave formée depuis un cratère circulaire. Lava flow from a vent that was a circular crater. There were two vents like that. Nous avions là la preuve, pas la preuve ultime, je dirais, mais une très forte indication de ce qui se passe lors d'une éruption sous-glaciaire. Mais on a aussi des exemples sur le continent. An indication of what happens in a glacier during a subglacial volcanic eruption. We have them here as well, and we have been observing them. On a pu en observer à Grímsvötn, dans le Vatnajökull, qui est le plus grand glacier d'Europe. On a pu en observer aussi à Katla, qui est un autre glacier, mais ces éruptions n'avaient jamais réussi à passer du stade de nuée ardente au stade d'éruption effusive. Donc nous n'avions jusqu'alors pas pu voir une telle formation sur un glacier moderne. Mais nous savons que grâce à des sondages en profondeur de la calotte glaciaire, que dans des endroits comme Grímsvötn ou Katla, nous avons des crêtes sous-glaciaires qui ont été ajoutées entre guillemets récemment, géologiquement parlant. Donc nous pouvons affirmer avec une certaine assurance que les éruptions sous-glaciaires passent par différentes étapes et que nous sommes capables d'expliquer chacune d'entre elles. C'est ça, à mes yeux, qui était la deuxième plus grande innovation en termes de recherche. La troisième grande avancée que j'ai connue
lors de ma carrière, c'est la connexion entre les points chauds, ce que l'on appelle des hotspots, et la divergence des plaques tectoniques. Si l'on se penche sur la géographie de l'océan Atlantique, il n'y a en fait que des petites îles volcaniques, comme les Açores, les Canaries, Tristan da Cunha et bien d'autres encore. Mais il n'y a nulle part d'autre une île volcanique aussi grande que l'Islande. L'Islande, ce sont 100 000 km² de terre qui reposent eux-mêmes sur une plateforme sous-marine mesurant elle aussi 100 000 km². On a donc une formation faite principalement de basalte en plein milieu de l'océan Atlantique mesurant 200 000 km². Donc la question c'est par quel miracle cette île sur laquelle nous nous trouvons a pu se former et pourquoi n'avons-nous pas simplement à cet emplacement de l'océan Atlantique la dorsale formée par les plaques tectoniques? Eh bien, la raison elle est simple. Nous avons ce qu'on appelle un panache de manteau, mantle plume en anglais, qui est actif depuis environ 70 millions d'années. Ce panache fut d'abord actif sur la partie occidentale du Groenland, ainsi que les îles canadiennes de la province du Nunavut. Ensuite, à mesure que les plaques tectoniques glissaient au-dessus du point chaud, on a eu de l'activité volcanique sur les côtes ouest du Groenland, en dessous de la glace du Groenland, et sur les côtes est du Groenland. Et finalement, ce panache de manteau a été capable de fournir du magma dans la fissure des plaques tectoniques atlantiques qui font grandir la superficie de l'océan Atlantique. Tout ceci a eu lieu il y a 20 millions d'années, je précise. Et avec cette connexion entre le panache de manteau et la dorsale atlantique, c'est lorsque le magma a pu s'échapper de la fissure atlantique que l'Islande a commencé à naître. Alors durant un temps, certes très limité, il est même possible que nous ayons eu une connexion entre les continents de chaque côté, mais toujours est-il qu'en comprenant cela, nous avons pu visualiser, en fait, la manière dont l'île s'est créée avant de devenir la plus grande île volcanique, non seulement de l'océan Atlantique, mais c'est aussi la plus grande île volcanique au monde, formée par un seul point chaud. Towards the east coast of Greenland, there is a submarine ridge even. Aujourd'hui, le hotspot, il est situé au milieu de l'Islande. Et on peut voir les traces de son parcours depuis les côtes est du Groenland. Car une crête sous-marine s'est formée entre les deux terres. Et ce qui va probablement se passer, c'est que, comme les plaques bougent plutôt vers le nord-ouest de l'Islande, le panache, lui, va se déplacer vers l'est de l'île. This has then, for us, explained the evolution of Iceland. Ceci nous a donc permis de comprendre l'évolution de l'Islande, sa naissance, son activité volcanique vigoureuse et l'interaction entre le panache de manteau et la présence de magma sous les terres de l'île. Donc à mes yeux, ce sont ces trois sujets, ces trois piliers qui constituent les plus grandes étapes d'évolution de notre connaissance que j'ai pu vivre durant ma carrière. The most important in my mind. Vous venez de parler de 20 millions d'années, de 70 millions d'années. La Terre connaît des éruptions volcaniques depuis des milliards d'années, depuis qu'elle est en vie tout simplement. Certains pourraient se demander, est-ce que le magma est sans fin? Ou est-ce qu'il y a une quantité finie de magma dans la Terre? Well, we know that radioactive decay. There are a lot of radioactive materials in the mantle. Pour commencer, nous savons qu'il y a beaucoup de matière radioactive dans le manteau. Et au-delà de ça, nous avons bien entendu l'intérieur de la Terre qui est composé de fluides qui irradient le manteau de chaleur. C'est cette combinaison qui forme en fait une usine à chaleur incommensurable et qui a produit du magma depuis que la Terre existe, à vrai dire, et qui continuera de le faire
pendant encore des millions, et très probablement des milliards d'années, en plus des 3 ou 4 milliards d'années depuis lesquelles la Terre existe. Cette activité magmatique, on la retrouve de manière plus marquée à certains endroits de la planète. Ce sont deux types d'endroits bien spécifiques. Là où les plaques tectoniques s'éloignent et là où les plaques tectoniques entrent en collision. C'est donc normal que ce soit sur ces deux types de localisation que nous retrouvons les plus grandes quantités de séismes. Originating, most of them. They originate in these two regions, long stretches. À ce moment-là, le magma peut tenter de sortir et de percer la croûte terrestre, ce qui rend tout à fait normal le fait d'avoir quelques dizaines d'éruptions volcaniques en simultané sur Terre. Mais une grande partie du magma se trouve finalement solidifiée juste en dessous de la croûte terrestre ou dans la croûte elle-même et forme ce que l'on appelle des dikes, des sortes de filons de magma qui a tenté de percer avant de refroidir. Dikes and intrusions. So you can picture the Earth as On peut imaginer notre globe comme une machine qui, sous la croûte, recycle les roches, qui recycle également la matière du manteau en général, et dont la surface se voit modifiée et entre guillemets complexifiée à mesure que les millions d'années passent. Au bout du compte, la Terre connaîtra le même sort que toutes les autres planètes magmatiques et rocheuses. Elle va se refroidir. L'activité volcanique s'arrêtera, comme ce fut le cas sur la Lune par exemple. Et bien entendu, cela donnera à la Terre un aspect si différent de l'actuel qu'on aurait du mal à l'imaginer. Mais combien de temps est-ce que cela va prendre? Ça, personne ne le sait. How long is this going to take? No one knows. Because you cannot. Notre recul, il est quasi inexistant à l'échelle de la Terre. Personne ne sait quel était vraiment l'état de la planète il y a, disons, 1 milliard d'années. Mais personnellement, je dirais tout de même que tant qu'il y aura des hommes sur Terre, nous connaîtrons toujours une activité volcanique. Here we will have the same kind of activity ongoing as we have today. Alors justement, vous parliez du fait qu'on peut avoir de manière tout à fait normale 20 à 30 éruptions volcaniques actives tous les jours sur la planète. Est-ce qu'actuellement on assiste à une recrudescence apparente d'activité volcanique, ou est-ce que c'est simplement un phénomène lié aux informations qu'on voit plus avec l'éruption islandaise, avec l'éruption des Canaries? Et si cette recrudescence n'est pas apparente mais qu'elle est réelle, qu'est-ce que ça veut dire? You know, the difficulty in geology is to Vous savez, en géologie, ce qui est le plus compliqué, c'est de pouvoir tirer des conclusions à partir d'échelles de temps très réduites, tout simplement parce que la géologie moderne n'a que 100 ou 150 ans. Ça rend les déductions très compliquées. C'est bien plus facile d'être historien, car l'humanité, elle n'est pas très vieille. Finalement, le fait que nous ayons quelques dizaines d'éruptions simultanées sur Terre ne nous apprend rien de bien particulier sur notre passé. Ça nous donne quelques indications sur notre époque, certes, ou quelques centaines d'années en arrière, permettant éventuellement de prévoir quelques centaines d'années dans le futur. Does not tell us anything about the distant part. The distant part. It tells us about the times we are living, maybe a few centuries back, and we can predict a few centuries ahead. Ce que l'on sait sur la tectonique des plaques, c'est qu'elles ont déjà bougé jusqu'à ne faire plus qu'un seul supercontinent où toutes les terres étaient collées les unes aux autres,
avec le reste de la planète n'étant évidemment que de l'océan. Mais la surface des terres émergées était déjà la même qu'aujourd'hui. Cela va sans dire. Donc, on peut dire que la taille de nos continents n'a pas bougé et ne bougera plus jamais, pour simplifier évidemment. The same amount of square kilometers, more or less. So that's, you can say that the size of land is more or less final. Mais les morceaux de continents, ce sont eux qui bougent. Et leur mouvement se passe souvent par périodes durant lesquelles ils bougent plus rapidement. C'est un petit peu la même chose qu'avec les périodes glaciaires qui sont épisodiques. They are produced by some irregularities in the mantle. Et ce qu'on sait, c'est que les panaches de manteau, dont je vous parlais il y a quelques instants, eh bien, c'est qu'ils ne sont pas éternels. Ils sont le fruit d'irrégularités dans la croûte terrestre, ou en tout cas très proches de la croûte terrestre. Ils existent durant quelques millions d'années, puis, peu à peu, ils s'éteignent. Donc, si on regroupe toutes les pièces de ce puzzle pour formuler quelconque type de prédiction, on se rend compte que la tâche est extrêmement ardue. Ce qu'on sait toutefois, c'est que cette période de tectonique des plaques va continuer. L'océan Pacifique va continuer de perdre en taille, l'Atlantique va poursuivre son expansion, et les continents, une nouvelle fois, vont se heurter les uns aux autres. L'activité volcanique va se poursuivre elle aussi, mais de tout cela, on ne peut esquisser que des traits grossiers. On connaît la direction des continents, leur vitesse de déplacement, mais nous, humains, en tant qu'êtres vivants, et tant que nous serons sur Terre, nous serons sujets au séisme, nous serons sujets aux éruptions volcaniques et la modification de l'environnement et des paysages qui en découlent. As we are here, but we can detect some slight. Les seules variations que nous sommes capables de détecter sont les variations locales. Par exemple, ici en Islande, lorsque nous parlons d'activité volcanique, on sous-entend une éruption tous les 4 ans. Par contre, je peux vous dire par exemple qu'entre 1950 et 1960, nous n'avons connu aucune éruption. Et cette irrégularité ponctuelle et locale est quelque chose que nous ne sommes pas encore capables d'expliquer. Et ces petites variations viennent s'insérer dans cette immense vision globale que nous avons des choses. Tout ce que nous pouvons faire à notre échelle, c'est d'accepter cela. Accepter que, malgré tout, ceci est naturel. Car la nature, elle aussi, elle fonctionne par périodicité. Mais pas toujours. Il y a toujours de petites variations au sein des processus enclenchés par la Terre. C'est cela que je peux vous dire concernant le passé et le futur. Est-ce que vous pourriez décrire le rapport qu'ont les Islandais avec justement les volcans, la nature, les volcans, l'activité volcanique? Et double question, est-ce qu'il y a un lien entre l'activité humaine qui s'accélère à l'échelle de la planète et les éruptions volcaniques actives sur Terre? This question is very complicated, and the answer is very complicated. Because, cette question, elle est très compliquée, et sa réponse aussi, elle est très compliquée. D'un côté, nous avons l'activité humaine qui va influencer la nature, mais de l'autre côté, la nature, elle aussi, va influencer l'activité humaine. Par exemple, le réchauffement climatique réduit la couverture glaciaire de l'Islande. Elle est récemment passée de 11 à 10%, et les glaciers s'amenuisent. Nous avons donc ces calottes glaciaires dont la taille réduit et sous lesquelles nous avons des volcans. Je suis persuadé que l'activité humaine influence le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique fait fondre nos glaciers, et donc cela a pour conséquence de réduire le poids qui pèse sur la croûte terrestre. It's then reducing the weight of the ice on the crust,
which is causing a very slow uplift. De ceci résulte un léger surélèvement du niveau des sols, ce qui, derrière, va faciliter les éventuelles remontées de magma. Donc l'activité humaine augmente la probabilité de connaître de nouvelles éruptions volcaniques qui pourront accélérer en fréquence et augmenter en dangerosité. Si on extrapole ceci à l'échelle du globe, je dirais que l'activité humaine n'a que très peu d'effet sur la profonde activité volcanique de la Terre et que finalement, elle n'a d'impact que sur les événements en surface, dirons-nous, avec notamment l'érosion ou les intempéries qui pourraient avoir un impact. The surface phenomena that are affected, like erosion and weathering, which is then tied to the climate affected by humans. Mais pour ce qui est de ce qui est causé par les forces internes et profondes de la Terre, comment dire, ce dont j'ai parlé avant concernant les glaciers islandais n'est pas forcément applicable ailleurs dans le monde, ou très peu. You can directly link human activity to those big events, big like earthquakes or volcanic activities. Donc pour ce qui est de l'activité volcanique profonde, elle demeure indépendante de l'activité humaine, dans les grandes lignes, bien sûr. On peut trouver des exceptions, bien sûr, mais concernant les conditions de vie, le climat, les sols, les activités par lesquelles nous refaçonnons la nature, comme par exemple ici, dans la péninsule de Reykjanes, il y a une grande montagne dont la moitié a été extraite pour obtenir de la roche de construction. The rest away for construction material. So you can find local examples of this. On a donc ces exemples locaux, certes, mais globalement, nous ne sommes guère plus que de minuscules morceaux d'êtres vivants dont le futur repose intégralement dans les mains de la Terre. Living creatures on this globe that has most of our future in its hands. On peut agir très localement, ça oui, mais lorsque des événements volcaniques catastrophiques surgissent, on ne peut rien faire. Si un tsunami débarque des îles Canaries sur tout l'Atlantique Nord, on ne pourra rien faire. Nous sommes donc à la merci de la nature.